penchée sur moi-même, comme sur une machine. À quel moment a-t-elle cessé d'avoir un fonctionnement normal? A-t-elle seulement jamais eu un fonctionnement normal? Et à quelle norme puis-je mesurer son bon fonctionnement? Je dirais que c'est une machine qui ne me donne plus entière satisfaction. Dans le fil ténu des relations qui l'unissent au monde, dans la fragile balance de l'intérieur et de l'extérieur qu'elle est censée régler, un déséquilibre s'est installé, qui me place en retrait, dans un no man's land où l'écho du monde, comme une vague lointaine, me parvient à peine. Je suis sûre qu'il y a eu un moment où une faille s'est ouverte. Je n'en suis pas sûre. Bon, admettons que ça n'ait jamais été tout à fait ça. Eh bien maintenant, c'est pire. Il y a bien eu un moment, mais comment le dater et quelle dimension lui donner? Était-ce un jour, une heure, une minute, un éclair? Laissons de côté provisoirement cette difficulté. Un moment où s'est creusée une béance, d'abord insignifiante, je veux dire sans signification visible, une fêlure entre le monde et moi, entre moi et moi. Un moment dont je pourrais dire, voici la démarcation. Avant était le jour, maintenant c'est la nuit. Avant, le rire m'habitait, maintenant il m'en faut forcer le seuil. Avant, le monde était clair, maintenant dans sa confuse transparence, il m'échappe. Vous acceptez les règles? J'accepte. Voici les instructions. Suivez-les à la lettre. Qu'est-ce que vous avez comme arme? Je ne vous imaginais pas comme ça. Vous m'imaginiez comment? Rendez-vous demain matin à la même heure sur le quai pour la signature du contrat. Alors, ok. S'il y avait un problème, vous savez où me trouver. Demandez Léon l'Africain. Séparons-nous. Pardon, monsieur, savez-vous où se trouve la rue de Montmorency, s'il vous plaît? Pas du tout, non. C'est dans le quartier? Je n'en ai pas idée. Je ne crois pas connaître cette ville. Vous ne croyez pas la connaître? Je suis amnésique. Ah bon? J'ai perdu la mémoire dans des circonstances que j'ai oubliées. Mais vous vous souvenez que vous êtes amnésique? C'est marqué là. Signe particulier, amnésique. Vous pouvez lire? Vous habitez Ussel? Ce qui semble. Et ça? C'est ça? Ça, c'est l'adresse de mon client. Rue de Bougival. Vous êtes voyageur de commerce? Qu'est-ce que vous vendez?
Il y a Villeboquet. Tu connais? Alors vous pensez que c'est plutôt par là? Chers amis, bonjour. Pour notre grand jeu du vrai ou faux, j'ai à côté de moi Monsieur Bonneuil, pompier en haute mer. Monsieur Bonneuil, voulez-vous nous dire en quoi consiste votre métier? À éteindre les incendies en mer. Mais vous résidez sur Terre. C'est ça. J'attends qu'on me fasse signe. Bien. Nous allons pouvoir commencer. Première question. Le téléphone doit son nom à ses deux inventeurs, messieurs Martel et Faune. Vrai ou faux? Vrai. C'est exact. Deuxième question. Le film La Bête humaine de Renoir, d'après le célèbre roman de Flaubert, se passe entièrement sur une locomotive. Vrai ou faux? Vrai. Vrai, bien sûr. Troisième question. 1789, l'année de la Révolution française, fut aussi celle de l'invention du fer à repasser. Me trouvant brutalement vieilli, le jour où je m'étais aperçu que si j'étais devenu coureur cycliste, comme je l'avais hâtivement, quoique relativement longtemps envisagé, non seulement je n'aurais probablement jamais gagné le Tour de France, mais je serais maintenant tout près de la retraite. Écho lointain d'un autre jour,
celui où j'avais dû me rendre à l'évidence, après avoir souffert au-delà de toute expression, sur une bicyclette, par un après-midi de grande chaleur, au cours d'une modeste randonnée, sans commune mesure avec ce qui m'attendait si je devenais effectivement coureur cycliste, que je n'étais pas fait pour ça. Me trouvant brutalement vieilli. Je suis ce chemin que je trace de la pointe de mon stylo. La machine qui roule tout au long de la route, le gravier de la route et le déroulement de la course, la chaîne et la roue, la selle et le guidon. Et quoi d'autre encore? Les mots que je lis et ceux que j'entends, les mots que je dis, les mots qui se cachent, les histoires fausses que je raconte, les histoires vraies dont je me souviens et celles que j'ai oubliées, les fictions que j'édifie et qui m'enserrent dans le quadrillage étroit de leur architecture. Mais que pouvais-je faire d'autre afin de commencer à rassembler les pièces éparses de ce puzzle inachevable dont nous avons toujours trop tard la dernière pièce? Que pouvais-je faire d'autre qu'écrire, que traquer en moi l'auteur, sans doute nécessairement l'autre? Je suis au carrefour des mots, le centre et la périphérie d'une toile d'araignée, les points épars d'une constellation changeante et la ligne imaginaire qui les relie. Jour et nuit, traversée de discours et d'images qui ne m'appartiennent pas, qui à eux tous composent l'image hésitante du monde, ou son mirage vacillant, je guette, et je tente à mon tour de les traverser. J'en saisis des bribes au passage, je les fais miens. Le lascar est une plante grasse. Faux. Faux, en effet. C'est un terme de marine désignant la partie extrême du pont supérieur d'un vaisseau. Question suivante. Le Christ est mort pendu. Vrai ou faux? Vrai. Vrai, bien sûr. C'était une question facile. Plus difficile, monsieur Bonneuil. Lulu ou Loulou, le personnage principal de la pièce de Wedekind et de l'opéra d'Alban Berg, est un homme. Vrai. C'est un diminutif de Lucien. C'est vrai, en effet. Mais ce n'est pas un diminutif de Lucien, mais de Ludwig. J'étais persuadé que c'était Lucien. Au milieu du chemin de notre vie, je me trouvais dans une forêt obscure, car j'avais perdu la voie droite. À qu'il est dur de dire ce qu'elle était, cette forêt sauvage, âpre et rude, dont le souvenir renouvelle ma peur. Elle est si amère que la mort ne l'est guère plus. Mais pour traiter du bien que j'y trouvais, je parlerai des autres choses que j'y ai découvertes. Je ne sais pas bien redire comment j'y entrais.
Pourtant, j'étais plein de sommeil au moment où j'abandonnais la voie véritable. Mais quand je fus arrivé au pied d'une colline, là où se terminait cette vallée qui m'avait étreint le cœur d'effroi, je levai les yeux et je vis sa cime revêtue déjà des rayons de la planète qui mène droit les hommes par tous les sentiers. Alors la frayeur fut un peu apaisée, qui, au plus profond de mon cœur, m'avait duré toute la nuit que je passais dans une telle angoisse. Et comme celui qui, le souffle haletant, échappé à la mer sur le rivage, se retourne vers l'eau menaçante et regarde. Ainsi mon esprit, qui défaillait encore, se retourna pour revoir le passage qui ne laissa jamais personne en vie, tandis que je m'effondrais dans cet abîme. Devant mes yeux se présenta quelqu'un dont la voix paraissait affaiblie par un long silence. Quand je l'aperçus dans le grand désert, je lui criai: « Aie pitié de moi, qui que tu sois, ombre ou homme véritable. »
Allô? Non, ce n'est pas la maison Le Marchand. Il me semble vous connaître. Ça fait 10 ans que je ne suis pas venue ici. Ça fait 10 ans que je ne suis pas venue dans cette ville. Nous n'étions pas à l'école ensemble. J'ai une très mauvaise mémoire. Je veux dire, je n'ai pas de mémoire du tout. J'ai vieilli de 10 ans, mais ce lieu n'a pas changé. Je suis assise sur ce banc, comme je l'étais il y a 10 ans. Mais c'était hier. C'est toujours hier. Mais c'était vraiment hier. C'est comme si ce retour à un point identique de l'espace abolissait toute la durée, comprise entre la dernière fois où j'y étais et aujourd'hui. J'ai vieilli de 10 ans en une nuit. Dans 10 ans, vous pourrez vous dire de nouveau, j'ai vieilli de 10 ans en une nuit. Je peux parler de l'avenir, à la rigueur. Je n'ai pas de mémoire. C'est drôle. Pardon. Au début seulement, il y a eu un choc. J'ai senti mes jambes se dérober sous moi, mon cœur se retourner, comme un voilier sur une mer trop forte. Chaviré. Puis je me suis habituée. Et j'ai pensé qu'au cours de ces 10 années, il ne s'était rien passé. Comme si je n'avais vécu que pour revenir ici. Et enclore l'intervalle dans une parenthèse, comme une agitation superflue. Pourquoi ici, justement? N'importe. Ça pouvait être ailleurs. C'est le hasard. Demain, je serai ailleurs. Et aujourd'hui sera dans la parenthèse. Aussi peu réel qu'en ce moment, il me paraît être tout le réel.
Je peux vous embrasser? Mais... Je vous en prie. Vous venez souvent ici? Non, pas très. Je viens ici pour travailler, mais parfois, je vais ailleurs. Et vous? Nous ne sommes pas d'ici. Nous découvrons. Nous faisons des recherches sur la ville, sur le passé. De quel travail parliez-vous? Je suis cinéaste. Mais vous êtes... Aveugle. Cela ne vous gêne pas? Non. Et en ce moment, vous préparez un film? Il s'appellera Frontières du soleil. Ce sera un film sur le passage de la nuit au jour, de l'ombre au soleil. Ce fut vers cette époque que des nuages d'une forme inhabituelle apparurent. Ils imitaient les montagnes, la neige, la mer et le vent. Puis la chaleur se fit plus intense, et entre les nuages, le bleu du ciel se fit plus bleu. Après qu'il m'eut pris la main dans la sienne, il me fit pénétrer dans le monde du mystère. Là, des soupirs, des plaintes et de profonds gémissements résonnaient dans l'air sans étoiles, ce qui d'abord me fit pleurer. Langages étranges, horribles blasphèmes, paroles de douleur, accents de colère, voix hautes et sourdes qu'accompagnaient des battements de mains, faisaient un tumulte qui tournoie toujours dans cet air éternellement sombre, comme le sable quand soufflent des tourbillons de vent. Et moi, qui avais le front ceint d'horreur, je dis: Maître, qu'est-ce que j'entends? Qui sont ces gens qui paraissent si accablés de douleur? Cet état misérable est celui des âmes douloureuses de ceux qui vécurent sans infamie et sans louange. Quel est donc le tourment qui les fait se lamenter si fort? Je vais te le dire brièvement. Ceux-là n'ont aucun espoir de mourir, et leur vie de misère est si basse qu'ils sont jaloux de tout autre sort. Le monde ne garde d'eux aucun souvenir.
La miséricorde et la justice les dédaignent. Ne parlons pas d'eux. Mes regards dépassent. Maître, accorde-moi de savoir qui sont ceux-là. Et quelle loi les fait paraître si pressés de traverser comme je le vois en cette faible clarté? Cela, tu le sauras quand nous nous arrêterons à la triste rive de l'Achéron. Alors, les yeux pleins de honte et baissés, craignant par ma question d'avoir été importun, jusques au fleuve, je cessai de parler. Et voici venir vers nous sur une barque un vieillard à l'antique barbe blanche, qui criait: Malheur à vous, âme perverse, n'espérez jamais voir le ciel. Je viens pour vous conduire à l'autre rive, dans les ténèbres éternelles, dans le feu et dans la glace. Et toi qui es ici, âme vivante, sépare-toi de ceux-ci qui sont morts. Par un autre chemin, par d'autres ports, tu viendras au rivage, et non ici pour passer. C'est une barque légère qui doit te porter. Ne te mets pas en colère. On le veut ainsi, là où l'on peut ce que l'on veut. N'en demande pas plus. Cela dit, la sombre campagne trembla si fortement que le souvenir de mon épouvante me baigne encore de sueur. De cette terre de larmes jaillit un souffle qui projeta un éclair de feu, lequel m'enleva tout sentiment. Et je tombai comme un homme qui succombe au sommeil. Ce profond sommeil. Un bruit le rompit en ma tête, si lourd que j'en tressaillis comme quelqu'un qu'on réveille de force. Maintenant, nous descendons dans le monde des ténèbres. Je marcherai le premier. Tu me suivras. Comment irai-je, si tu as si peur, toi qui as coutume de me réconforter dans mes hésitations? L'angoisse de ceux qui sont là en bas me peint sur le visage cette pitié que tu prends pour de la peur. Allons, car le long trajet nous presse. Ainsi il pénétra, et ainsi il me fit entrer dans le premier cercle qui entoure l'abîme. Vous aimez les lieux où personne ne va? Oui. Vous ne travaillez pas? Si. Je suis en vacances. Alors je voyage un peu. Sur place. Et je rêve. Il y a tellement de routes à croiser. Tellement de portes à pousser, tellement de chemins à prendre. Il y en a trop. Je me contente de passer. Et de rêver. Savoir qu'une chose est possible. Il me suffit d'un geste, d'un pas, d'un mot, pour pouvoir entrer tout à coup dans cette autre vie parallèle à la mienne. Je rêve à un film que je ne ferai pas et qui serait un voyage dans ce monde parallèle que je me contente de frôler.
Vous le faites dans votre tête, ce film. Je connais cela. Vous le portez et il vous porte. Il conduit vos pas dans des allées inconnues où, au lieu des maisons familières, des arbres s'écartent devant vous. Où, au lieu des arbres qui tremblent sous le vent, des bateaux tendent leur voile entre deux maisons. Ou au lieu des bateaux... Si vous voulez. Je rêve d'un regard libre, qui ne serait bridé par aucune limite, par aucune fatigue. Il verrait ce que nous avons oublié et ce que nous n'avons jamais vu. Ce serait cela, ce film. Mais votre regard suffit. Il faut un film. Un au-delà du regard. Un projet qui donne sa direction au regard. De même que vous voyez le monde autrement si vous vous promenez avec un appareil photo. C'est la forme d'un désir par rapport au monde. Le contraire d'une fermeture, le contraire de l'habitude. Mais ce qui change le regard, ce n'est pas la photo, ni l'objectif, ni le fait que l'objectif s'interpose entre l'œil et le monde. Ce qui change le regard, c'est l'intention de photographier. Ou encore ce désir qui vous pousse vers le monde. Nous nous sommes croisés plusieurs fois, déjà. Je sais.
Vous aimez les lieux où personne ne va. C'est vrai. Vous n'êtes pas d'ici? J'ai vécu ici, il y a longtemps. Je reviens voir. Ça n'a pas changé. Ça fait partie des endroits qui n'ont pas changé. Et vous? Moi, je me promène. C'est un drôle d'endroit pour se promener. Moi, je n'y viens pas. J'y reviens. C'est vrai. Il y a toujours dans une ville des lieux où les gens ne mettent pas les pieds. Il y en a même où on a comme peur de s'aventurer. Pourtant c'est là, tout près, mais on hésite. On n'y pense pas. Alors j'explore. On croit que c'est simple et ce sont des méandres d'une complication effarante. Des ramifications innombrables. Des parcours en nombre fini mais inépuisables. Ne serait-ce que parce que ça change sans cesse et qu'à peine finie l'exploration d'un quartier, il faudrait recommencer pour en avoir une idée. Juste. Il y a des quartiers qui m'échappent encore complètement. Tout l'est de Rouen, par exemple. Je n'arrive pas à en cerner les limites. Il me semble confus, obscur. Par opposition au centre où même les zones les plus floues se trouvent repérables par un quadrillage qui laisse déborder le minimum. Mais même dans ce centre où je ne parviens plus à me perdre, l'exploration ne peut finir. Tout voir est impossible. Chaque façade est un monde dont la moindre parcelle fourmille à son tour de détails qui sont eux-mêmes des mondes. Ce qui est trompeur, c'est le nom. Tous ces quartiers dissemblables, ce luxe et cette misère, ces bouts de campagne et ces immeubles, ces clochers et ces égouts. Tout cela sous un même nom de vie.
Qu'est-ce que vous voulez voir? J'ai des difficultés incroyables à acheter des chaussettes. Je me plante interminablement devant l'étalage et impossible de me décider. Je suis professeur de langue ancienne. Je suis titulaire d'une chaise à l'université. Et je fais une thèse sur l'origine du langage. Tu parles de ta thèse, hein, monsieur? Je m'attache à prouver que l'homme n'aurait jamais dû avoir accès au langage. Et qu'il n'y a absolument aucune raison pour qu'une parole articulée ait pu un jour se manifester. Et ça avance? Non. J'y travaille d'arrache-pied depuis 19 ans. Mais je manque de preuves. C'est bien de parler. On s'aperçoit finalement qu'on a tous les mêmes problèmes. Vous avez vos papiers? Essayez pas de vous enfuir, vous êtes cerné. Nous vous suivons depuis 3 jours. Vous croyez que vos manigances nous ont échappé? Que mijotez-vous à rôder dans des quartiers peu fréquentés? Mais je ne rôde pas. Je me promène. Et les voies piétonnes pour ça? Les jardins publics? Et la forêt? Vous projetez un mauvais coup? Hein? Nous vous avons percé à jour? Un cambriolage? Vous repérez les lieux pour un cambriolage? Et en cette période de vacances, nous veillons. Au poste! Charogne. Mais c'est insensé, je me promène. Et votre air louche, comment vous l'expliquez? Oui. Votre air louche nous a frappés. J'ai l'air louche? Ne niez pas. Je ne nie pas que si vous m'avez trouvé l'air louche, celui-ci a pu vous frapper. Ah. Vous voyez? Mais je vous avais remarqué, tandis que vous m'épiez. Je suppose que c'est ça qui m'a communiqué un air louche. C'est absolument inévitable. Dans les grands magasins, c'est pareil. Ah, les grands magasins. Oui. Quand je reste trop longtemps devant un rayon, je me dis que ça va me faire paraître étrange. Et qu'on va s'imaginer que je veux glisser une boîte de choucroute ou une paire de chaussettes dans ma poche. Et le résultat, c'est que ça doit me faire paraître encore plus étrange. Et que ça m'inhibe complètement. Qu'est-ce que vous avez dit, m'inhibe? Franz Schubert est mort fou. Vrai. Non, monsieur. C'était faux. Vous confondez avec Beethoven, qui du reste n'est pas mort fou, mais sourd. Au point, dit-on, qu'il cassait ses pianos. Vous avez droit à une question de rattrapage. Écoutez bien. 2 et 2 font 5. Vrai ou faux?
On ne souffle pas. Bonjour, c'est un ami qui m'a donné votre adresse et qui m'a dit que vous pourriez m'héberger quelques jours pendant mon séjour en France. Mais ce n'est pas moi, c'est mon voisin du dessus. Je sais bien, mais il n'est pas là. Entrez. Sentir nos limites se défaire à mesure qu'on veut les approcher. Éprouver que nous sommes les prolongements de textes et d'images sur lesquels nous nous dressons et qui font de nous des êtres bien plus grands que nous ne pouvons l'imaginer. Je peux choisir. Dans l'incessant tournoiement de mots et d'images qui m'accompagnent au fil des jours et qui me constituent, je peux choisir. Je saisis au vol les images et les mots qui par instants surnagent. Je vais en chercher d'autres, plus profondément enfouis, au bord de l'oubli ou déjà oubliés. Je les tire de l'abîme où ils s'enfonçaient et je les dépose, tournant encore, sur les plages blanches du papier où patiemment je les assemble. Ainsi se construit mon image dans le miroir, mon miroir où nage, comme en surimpression à travers moi, l'image du monde qui me traverse, dont je me retranche, qui me traverse encore. Miroir plus juste sans doute que le récit d'une vie soumise aux lois obscures et aux bifurcations aberrantes, dont à défaut de pouvoir tout dire, quand bien même je le voudrais, je ne dirai rien. Mais ne suis-je pas au moins autant là que dans ma chair et dans ma vie? Et qu'est-ce d'autre ma vie que ce discours dont le début et la fin m'échappent, mais dans lequel mon présent est ce avec quoi je me débats, m'acharnant à ciseler la forme la plus juste dans la matière arrachée aux failles des discours que je traverse ou qui s'immiscent dans mes propres failles, sachant bien que rien n'empêchera cette forme d'être elle-même fêlée, fissurée, fendillée, et d'aller alimenter de ces fragments retournés au désordre d'autres tourbillons mouvants qui à leur tour les feront leur. Ce n'est qu'ainsi que je pourrais me résigner à être ce que nous sommes. Je veux dire, avant tout et à jamais, un lieu de passage.
J'écris la biographie d'un personnage qui eut une importance considérable à Rouen au XIVe siècle, l'abbé Marc d'Archamps. Mes études d'architecture m'ont conduite à m'intéresser à cet ecclésiastique. C'est en effet grâce à lui que fut construite l'église Saint-Ouen, œuvre admirable d'un architecte inconnu, dont la partie originale continuée après sa mort d'après ses plans et selon le programme établi par Marc d'Archamps, est un modèle de rigueur dans la conception. Moi, je fais une thèse en sépulcrologie sur les tombeaux du XVIIe siècle dans les édifices religieux de Rouen. Je travaille en ce moment sur l'église Saint-Romain, ancienne chapelle des Carmes des Chaussées, érigée en 1678, dans laquelle se trouve le cénotaphe de l'évêque comte Calixte et où on peut admirer une frise où sont représentés des lièvres, souvenir d'un bienfaiteur particulièrement généreux, monsieur et madame Bec de Lièvre. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ce petit sanctuaire dédié aux innocentes, où on l'inhuma en grande pompe certaines victimes d'erreurs judiciaires. C'est là que fut enterrée Ursule Marchand, accusée d'avoir empoisonné son mari avec l'aide de son amant, cuisinier dans la maison du cardinal de Bonnechose, où elle était employée comme couturière. Vous n'avez pas trouvé trace de ses mémoires? Hélas, non. Il est à craindre qu'il ne soit définitivement perdu. Tout ce que nous en savons, nous le devons à un chroniqueur du XVIIIe siècle, Procope Couteau, médecin et homme de théâtre, qui, au hasard d'un voyage à Venise en 1743, rencontra un cuisinier asiatique qui s'efforçait d'apprendre l'art culinaire à un chimpanzé. L'animal, paraît-il, réussissait fort bien le canard musqué, le loup aux fenouilles. Attiré par les talents du chimpanzé et de son étrange dresseur, Procope Couteau entra en conversation avec celui-ci. Et c'est ainsi qu'il apprit d'une part que ce cuisinier était le petit-fils de l'amant du seul marchand, qui en effet était chinois, et d'autre part l'existence de ces fameux mémoires, grâce auxquels elle avait été innocentée. Il faut savoir en effet qu'Ursule Marchand était devenue aphasique, vraisemblablement sous le choc consécutif au meurtre de son mari, ce qui lui ôta toute possibilité de se défendre. Quant à son amant, il échappa à la justice et se réfugia sans doute dès cette époque en Italie. Ursule rédigea ses mémoires en prison, y apportant des preuves décisives quant à son innocence. Au dire des Procope Couteau, il s'agissait d'une œuvre pathétique dans laquelle Ursule Marchand, à l'issue d'une lutte désespérée avec le langage, finissait par succomber. Ses mémoires se terminaient par des borborigmes, de mauvais calembours, des onomatopées, puis plus rien. Document qui eût été d'un intérêt prodigieux pour un linguiste. Car où mieux saisir l'origine du langage que là où il se défait? Après sa réhabilitation, un exemplaire de ses mémoires fut probablement récupéré par sa famille et dû aller moisir dans un grenier à Villebois-la-Valette, dans les Charentes où elle était native. J'ai reçu ta lettre. Je n'ai d'ailleurs pas très bien compris pourquoi tu m'écrivais. J'habite au bout de la rue. Je sais. C'est sans doute une expédition. La dernière fois que tu es parti en vacances, tu as fait 200 mètres. Et puis tu es descendu dans l'hôtel le plus proche. C'était pas cher. Tu ne t'étais pas envoyé des cartes postales, non? Là, tu exagères. Je sors très peu en ce moment. Quand je n'explore pas la ville, j'écris. Moins fort la musique, s'il vous plaît. Je vois très peu de monde. Tu n'avais pas particulièrement envie de me voir. Je ne pourrai jamais envoyer l'amour par la fenêtre. Tu cites, c'est tout ce que tu sais faire. C'est gentil d'être venu. Qu'est-ce que tu écris? Des fragments hétéroclites d'une architecture invisible, tout à la fois théâtre et roman, cinéma et poésie.
des phrases qui clignotent, comme autant de signaux que j'envoie vers l'extérieur, mais qui n'auront jamais d'écho, des bribes non négociables, impubliables, invendables. Mais comment faire? Bientôt il n'y aura plus que des livres sans lecteurs, des théâtres vides, des cinémas sans spectateurs et des rues sans passants. Il y a encore des spectateurs. Combien? Aide-moi. Aime-moi. Je ne veux pas rester indéfiniment derrière cette vitre. Et je scrutais désespérément ce visage, y cherchant un signe d'un trouble plus profond, et ne voyant rien. Rien ne se produit. Le trouble reste sans signe. Peut-être n'existe-t-il pas. Je suis ici par hasard. C'est une idée qui ne me quitte pas au point de paralyser tous mes gestes et tous mes mots. L'idée que n'importe qui pourrait être à ma place, et moi à la place de n'importe qui. C'est vrai, et pas tout à fait vrai. Je veux dire, ce que tu dis, tu me le dis, parce que je suis en ce moment à cette place que nous pourrait occuper. Ce que je te dis, je te le dis, parce que tu es en ce moment à cette place que nous pourrait occuper. Comment puis-je dire je? Je ne suis rien d'autre que cette intersection de lignes, que cette place dans ce réseau de signes. Mais pour moi, dès lors que tu y es, tu es toi. Et pour toi, tu es toi, en dépit de tout. Et tu es le centre de tout, comme je suis le centre de tout. C'est ainsi qu'il faut que cela soit. Nous pénétrâmes dans un bois où il n'y avait pas de trace de sentier, pas de feuillage vert, mais de couleur sombre, pas de rameaux lisses, mais noueux et tordus, pas de fruits, mais des épines venimeuses. Avant que tu pénètres plus avant, sache que tu es dans la seconde zone et que tu y resteras jusqu'au moment où tu arriveras parmi les horribles sables. Aussi, regarde bien et tu verras des choses qui pourraient t'empêcher de croire à mes paroles. J'entendais de toutes parts pousser des gémissements et je ne voyais personne qui les fît. Aussi, je m'arrêtais tout troublé. Je crois qu'il crut que je croyais que toutes ces voix provenaient de gens qui se cachaient à nous entre ces troncs. Si tu casses quelques petites branches d'une de ces plantes, les pensées que tu as perdront tout fondement. Alors, j'avançai un peu la main et je cueillis un rameau d'une grande ronce. Et le tronc cria. Pourquoi me mutiles-tu? Après qu'il fut ensuite devenu noir de sang, il recommença à dire. Pourquoi me brises-tu? N'as-tu donc aucun sentiment de pitié? Hommes nous fûmes, et voici que buissons nous sommes devenus. Ta main devrait bien nous être plus pitoyable, même si nous avions été âmes de... Le concerto pour 4 clavecins en la mineur BWV 1065 de Jean-Sébastien Bach est une pure et simple transcription du concerto pour 4 violons de Vivaldi. Bon, c'est faux. Et non. Aussi surprenant que cela puisse paraître de la part d'un génie tel que Bach, c'est vrai. Question de rattrapage. Attention, monsieur, vous ne devez plus perdre.
Arthur Rimbaud est mort fou. On peut rapprocher le cri d'un enfant qui voit un objet inaccoutumé de celui du singe dans la même situation. Dans les deux cas, c'est le geste qui donne cette signification au mot. Même chose avec les mots phrases qui apparaissent vers 14 mois chez l'enfant quand il sort du stade dit du chimpanzé. Époque qui correspond dans la phylogenèse au passage de l'ancêtre anthropoïde à l'australopithèque ou australanthrope, le proto-anthrope de Bougnac, c'est-à-dire en clair le préhominien. Awa ou avoir, par exemple, s'accompagne d'un geste d'adieu. Pour le préhominien, c'est le stade où il commence à distinguer son pied de sa main. Awa, awa. Le geste, en effet, est pratiquement impossible avec le pied. C'est donc le geste, rendu plus nuancé par la distinction de la main avec le pied, qui éclaircit la signification du mot. Le même mot peut avoir plusieurs sens. Awa, awa, premier cas. La main seule se met en mouvement, le poignet restant immobile dans le prolongement du bras tendu. Awa. Le sens est clair, il s'agit de constater le départ de quelqu'un. Deuxième cas. Le sujet agite sa main à plusieurs reprises. Le poignet se désolidarisant du bras, qui lui-même se met en extension à partir du coude. Awa, awa, awa. L'enfant veut s'en aller. Même chose avec bois-bois, que l'on trouve dans le répertoire de Golbert, et qui peut désigner, selon les cas, le liquide que l'on boit ou l'acte de boire. Ce qui nous donne, avec l'apparition de messages plus élaborés, pseudo-phrases produites par l'association des deux mots, des choses comme Ouah, 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 ouah. On m'a retiré mon verre, ou le verre est cassé. Ouah, ouah, bois, bois. J'ai plus ça. Ouah, ouah, bois, bois. Le chien boit. Ouah, ouah, bois, bois. Le chien a soif. Ah, ouah, ouah, ouah. Le chien s'en va. Ah, ouah, ouah, ouah. Le chien m'a mordu, par exemple. Eh bien, normalement, le préhominien aurait dû en rester là. C'est-à-dire à des énoncés du type ah, ouah, gibier, le gibier s'est barré, ou des minutes papillons. Cette phrase qui accompagnait d'un geste c'était d'une clarté suffisante pour qu'une métropole rejoigne une construction plus complexe. Il y avait un mystère. Le langage aurait-il progressé grâce à un manchot ou un paralytique? C'est peu probable à ce stade de l'évolution, la chirurgie d'un infirme étant extrêmement problématique. L'autre hypothèse avancée par Alexandre Stirine est bien évidemment absurde. Le préhominien, parti à la chasse pour plusieurs jours, aurait besoin d'un langage plus élaboré pour communiquer avec ses familles, rester sur place, n'ayant pas, du fait de la distance, la possibilité de préciser le sens du mot par le geste. Plus de sac théorique. Puisqu'en effet, ça supposerait l'invention de l'écriture, du papier à lettres, du stylographe, et même de la poste. Toutes choses qui, les chercheurs sont pratiquement unanimes sur ce point, sont largement postérieures. Je vais acheter des cigarettes. Surnommée la ville aux 500 ponts, sous lesquels coule une eau aux couleurs changeantes, le long de la rue même où fut trouvé dans une armoire le célèbre violon en faïence de Delphes, décoré en camailleux bleu, qui fut racheté à prix d'or par un armateur de Rabat, fervent admirateur de l'art dans lequel s'illustra Maceo Abaken, et tout particulièrement des pièces d'ocre niellées, dont il s'était fait une spécialité, détenant entre autres merveilles un moutardier de Nevers, sur lequel étaient représentés des anges, jouant de la viole et du clavecin dans les nuages. Le précieux violon fut volé quelques années plus tard par le redoutable gang des Daltoniens, qui, le retour de l'expédition qui avait abouti à la mystérieuse disparition de l'une des deux portes en pierre du caravansérail de la rue du Cirque, n'hésita pas à abattre l'armateur, le trouvant à mort au moment où il avalait son petit déjeuner anglais,
et a cloué au plancher d'une balle dans le buffet sa servante médusée, tombée près de la serviette ensanglantée. Retrouvé après bien des années dans une étable hollandaise, le violon fut échangé contre l'un des 3 pigeons migrateurs d'Amérique, dérobés au Muséum d'histoire naturelle, tandis que des 2 autres pigeons, l'un était échangé contre une moitié de pirogue néo-zélandaise, qui est retrouvée depuis appartient au musée de Berlin, et l'autre contre un vase en verre du VIe siècle, contenant les fibules de Douvray. Ce fut la fameuse affaire du vol des blanchisseuses de Fragonard, qui permit de démanteler tout un réseau de collectionneurs sans scrupules qui s'était spécialisé dans le troc d'objets rares et qui opérait de père en fils depuis les dernières années. Cette signature qu'il m'a difficile de répéter identiquement, qui se dérobe, cette écriture aux lettres si dissemblables d'un instant à l'autre, ces photographies où je ne me reconnais pas, ces femmes aux lèvres si différentes, mon plus sûr miroir, mon miroir brisé, et ton absence au creux de moi, ce trou nocturne qui m'envahit, au point qu'en pleine nuit, incertain si je dors ou si je veille, je ferme les yeux pour m'assurer que je rêve, ou je les ouvre pour me contraindre à vivre. Et j'écris sans fin pour me prouver que non, au moins là, entre vivre et écrire, il n'y a pas de coupure, sachant bien toutefois qu'il y a dehors un autre réel, dont je n'éprouve plus la brûlure, et que j'entretiens là, dans cette chambre fermée, l'ombre de sensations qui risquent de ne plus être perceptibles que dans les limbes du souvenir et de l'écriture. Image, image née au contact du mot et du souvenir, du mot et du monde, du passé et du rêve. Votre matière même, image contradictoire, c'est la ville, immuable et changeante, miroir,
comme toutes les villes, de toutes les autres villes, visibles et invisibles. Gustave Flaubert est mort fou. Alors là, je ne sais pas du tout. Donnez une réponse. Non, je ne vois pas. Vite, monsieur. Une réponse. Vous avez une chance sur 2. Écoutez, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans l'inachèvement d'un texte en bribes qui en se faisant se défait, dans l'entrelac de phrases où se laisse voir le blanc de la page qui ne pourra s'annuler complètement, j'ai entrepris, tissant le fil nacré d'un discours arachnéen dont je suis le sujet et l'objet.
Et à mesure qu'avançaient les répétitions, que prenait forme un spectacle dont j'étais pour l'instant la seule spectatrice à qui était échu le privilège insigne d'assister au déroulement d'un rêve que peu à peu elle réglait, pressentant que de ce travail je sortirais modifiée, mais au risque de ne plus pouvoir réintégrer le monde réel, où je flotterais entre deux eaux, dans l'attente du prochain spectacle. À mesure donc que je voyais se peupler cette boîte noire de fantômes dont mon unique espoir était qu'il troublerait le spectateur, ne fût-ce que dans une proportion infime en regard de mon propre trouble, s'imposait à moi la conviction profonde et aberrante que ce que je voyais ainsi se poursuivre comme un rêve, de soir en soir, sur cette scène, était plus vrai que le monde réel, où rien n'avait pu survenir, sauf l'amour, où rien ne pourrait plus survenir, sauf la mort.